C'est l'heure du choix. Oui, dans 5 jours, nous allons choisir un président ou une présidente de la République. Qui pour diriger notre nation et quel avenir pour nous tous? Donc nous avons choisi sur RMC et BFM TV de recevoir les 2 candidats qui ont accepté notre invitation. Emmanuel Macron, bonjour. Bonjour. Vous êtes là 8h30, 9h, 9h, 9h30 pour répondre à toutes mes questions et aux questions que les auditeurs d'RMC m'ont envoyées par mail. Et Marine Le Pen sera là, évidemment, jeudi matin, 8h30, 9h30 sur le même temps d'antenne. Nous allons commencer avec l'actualité. Emmanuel Macron, manifestation hier à Paris. 6 policiers ont été blessés par des militants d'extrême gauche en marge du défilé des militants de la CGT et d'autres syndicats. Alors, que faites-vous contre ceux qu'on appelle les Black Blocs ou tous ces militants d'extrême gauche violents, cherchant l'affrontement? Que faites-vous contre ces militants-là, ces ultra-violents? Vous l'avez dit, d'abord, plusieurs policiers ont été blessés. Je veux avoir une pensée pour eux. Et l'un en particulier, très grièvement brûlé. Oui. Avec des images terribles. Des images terribles. Terribles. Bon. Là-dessus, il est évident que d'une part, il faut recenser tous ces militants activistes connus qu'il ne faut pas lâcher, avec un processus de surveillance et en amont de toutes ces manifestations, une surveillance renforcée. La deuxième chose, c'est l'équipement de la police. Parce que la surveillance, c'est une chose, le fichage, et on le sait, ça ne concerne pas que ces militants-là, mais dans ces circonstances-là, on a aujourd'hui un investissement sur les équipements de la police à faire. Et ça fait partie du projet que je porte. Il y a aujourd'hui des équipements ignifugés, des éléments de protection dont nos policiers ont besoin, dont nos CRS en particulier. Mais il n'y a pas que les CRS qui sont concernés, même si c'est eux qui ont été frappés hier, sur lesquels je veux que notre police soit au niveau. Mieux équipés? Mais mieux équipés, car mieux protégés. Parce qu'un policier qui est mal équipé, c'est un policier qui peut avoir les brûlures qu'on a connues hier. Donc il y a ça, il y a évidemment être intraitable sur les poursuites, et je pense que la politique pénale qu'on doit avoir en la matière, et là-dessus on peut tout à fait le faire, et je le ferai, c'est-à-dire avoir une instruction pénale générale, mais pour dire que toute agression contre les forces de l'ordre doit être réprimée avec la plus grande sévérité. Il faut être intraitable en la matière, parce qu'on s'attaque à des hommes et des femmes qui nous protègent au quotidien, qui portent un symbole de la République, et on est en train d'habituer les gens à ces violences. Donc, bien. Moi je veux casser ce cycle infernal. Bien, manifestation syndicale hier en France un peu partout. J'ai entendu ce qui se disait dans les cortèges. Je vais vous lire. Vous avez entendu aussi, j'imagine. Je me suis interrogé pour le second tour, mais bon, je vais aller quand même voter. Nous voterons Macron, mais nous ne ferons jamais la morale aux autres. Je ne voterai ni pour l'une ni pour l'autre. On pourra toujours lutter contre lui dans le cadre de la démocratie. Elle, on n'en sait rien. Donc il y a beaucoup d'électrices et d'électeurs qui iront voter dimanche pour vous, mais sans aucune illusion. Que leur dites-vous ce matin? D'abord, qu'on se remette tous et toutes collectivement les idées dans le bon ordre. C'est un processus démocratique. Bon, c'est toujours ainsi. Il y a plusieurs candidats au premier tour, ce sont les 2 premiers qui vont au second tour, et les gens se positionnent. On ne va pas redécouvrir ce qu'est la démocratie, ça a toujours existé ainsi. Il y a des gens aujourd'hui qui sont un peu étonnants, qu'ils soient dirigeants politiques ou autres, qui considèrent que la démocratie c'est formidable quand on gagne. Et qui disent, je ne me satisfais pas, il faut au deuxième tour choisir. Bon, c'est ainsi, ça a toujours été. Donc choisir. Non mais bien évidemment, il y a 2 candidats, C'est-à-dire ne pas voter blanc. Ce sont les 2 premiers. Si on décide de voter blanc, on fait le jeu d'un système qui mécaniquement favorisera celui qui a intérêt à ce qu'il y ait peu de participation. Jean-Luc Mélenchon commet une faute en n'appelant pas à voter Emmanuel Macron? J'ai tout dit sur ce sujet, je me suis surtout adressé à celles et ceux qui ont voté pour lui. Bon. Et je leur ai expliqué que d'une part, moi, et j'entends donc toutes les voix que vous évoquiez, moi je porte un projet. Il est cohérent, je pense qu'il est de nature à répondre aux difficultés du pays et à refonder l'Europe. Bon. Ce projet, il a été mis en tête par nos concitoyens au premier tour, avec 24%. Ce qui est un score supérieur, par exemple, à celui que faisait Jacques Chirac en 2002, quand il était opposé à Monsieur Le Pen. En comparaison des inscrits, votre score, il est pas terrible. Mais franchement, c'est aujourd'hui. C'est le premier. Macron. Non mais oui, vous êtes en tête, d'accord, mais non mais d'accord. Petitement en tête. Mais c'est la règle démocratique. Oui. Bon. Donc, je ne vais pas modifier mon projet pour aller convaincre des gens qui n'ont pas voté pour moi au premier tour. Pourquoi? Parce que je trahirais les électeurs.
qui ont voté pour moi et qui ont été les plus nombreux, d'une part, et d'autre part parce que je ne serai pas cohérent avec moi-même et les défis du pays, c'est-à-dire que je n'apporterai pas une réponse efficace. C'est pour ça que vous dites à Jean-Luc Mélenchon, je ne toucherai pas la loi travail. Je lui dis en effet, je ne vais pas changer les choses pour essayer d'avoir le soutien ou pas, ça n'est pas cohérent et efficace. Par contre, je prends acte, comme pour tout second tour, et plus encore compte tenu de l'état du pays aujourd'hui, qu'on sent divisé, nerveux, en colère. Je prends acte du fait que, en effet, il y a des centaines de milliers, peut-être des millions de nos concitoyens qui vont voter pour moi, non seulement, comme classiquement dans un second tour, comme un second choix, mais surtout qu'ils le feront pour préserver le cadre démocratique et républicain, c'est-à-dire le cadre de nos désaccords. Je l'ai dit hier. Je l'ai dit en effet, il y a une part du combat que je porte aujourd'hui qui dépasse mon propre combat et qui est un combat face à Marine Le Pen pour que demain, les désaccords puissent démocratiquement se constituer. Là où je pense que ce que propose Madame Le Pen est quelque chose qui menace le cadre démocratique, et on le voit par la violence qu'elle porte, la brutalité de ses propos, je vais y revenir. etc. Mais je lis aussi... Indépendamment de ça, je voulais simplement vous dire que moi j'ai entendu 2 messages dimanche dernier. Le premier, c'est celui qui croit dans l'espoir, l'optimisme, qui veut des réformes ambitieuses et qui croit dans ce projet qui à la fois libère et protège. C'est celui que je porte qui nous a placés en tête. Mais il y a un deuxième message. C'est un message de colère. Quand je regarde les votes, et puis je vais dans le pays au contact, il y a une incompréhension à l'égard du cours des choses, à l'égard d'une Europe qui ne protège plus, à l'égard d'une mondialisation qui fait trop de perdants. Et d'une politique conduite depuis tant d'années et qui n'est pas efficace. Qui a laissé sur le bord de la route, mais parce qu'elle n'est pas nombre efficace de nos compatriotes. Et donc, cette colère-là, je l'entends, c'est pour ça que je l'ai dit, les réformes que je les ferai en prenant en considération cette part des inquiets, des perdants, de ceux qui aujourd'hui n'y retrouvent pas leur compte. Et je ne veux pas un projet qui accroît leur fragilisation. Au contraire, on pourra y revenir dans le détail sur les premières mesures européennes ou économiques que je veux mettre en œuvre. Mais je veux aussi qu'on comprenne que on a besoin d'avoir une politique efficace pour répondre à ces difficultés. Parce que ce qui a nourri le Front National, ce qui nourrit cette colère qu'exploite le Front National sans y apporter aucune réponse réelle, c'est l'inefficacité de nos politiques publiques. C'est l'inefficacité de la lutte contre le chômage. C'est l'inefficacité d'une vraie politique éducative. C'est tout cela mis bout à bout. Donc la meilleure des réponses, c'est de procéder au vrai changement pour changer la vie des gens. Bien, Emmanuel Macron. Emmanuel Todd a dit « Il n'y a pas de hiérarchie dans l'inacceptable entre Le Pen et Macron, entre la xénophobie et la soumission aux banques. » Il y a des gens qui perdent leurs repères dans ces périodes. C'est classique. Il fait partie de ces gens-là. Je suis triste pour lui parce que j'ai beaucoup lu Monsieur Todd et il m'a beaucoup appris. Je ne suis pas soumis aux banques. Si j'étais soumis aux banques, j'aurais continué à travailler pour elles. Si j'étais soumis aux banques, je n'aurais pas, en tant que ministre, porté une loi qui a cassé le monopole bancaire, en permettant le prêt entre les entreprises, en permettant de développer d'autres formes de financement de l'économie hors des banques. Si j'étais soumis aux banques, je n'aurais pas constamment, comme ministre, essayé de développer tout ce qui permet de financer les PME ou les TPE, qui en ont tant besoin. Si j'étais soumis aux banques, je ne porterais pas un projet qui est aussi celui des classes moyennes et des classes populaires. Donc ces insultes à tout va, qui, de l'extrême gauche à l'extrême droite, m'ont sali depuis des mois. Je les regarderai droit dans les yeux, en leur disant que je n'ai aucune leçon à recevoir d'eux. C'est un assis. Oui. C'est un assis. Pas soumis aux banques, peut-être, sûrement, je ne sais pas, je ne vais pas porter de jugement, vous me le dites, mais des banques qui font des profits dans des paradis fiscaux, des banques françaises aussi qui font des profits dans les paradis fiscaux et qu'on laisse faire. Quel que soit le pouvoir, vous, au pouvoir, que faites-vous? Que décidez-vous? Sur l'évasion fiscale, qu'elle touche les banques que les banques. Ou d'autres établissements. Oui. Nous devons aller plus loin. Et les initiatives je dis ça parce que François Hollande faisait de cette lutte contre l'évasion fiscale, faisait de cette lutte contre la grande finance son leitmotiv. Rappelez-vous, vous l'avez suivi. Je me rappelle. Pour ça, peut-être. J'étais peut-être ce visage de la finance, comme veut le dire Madame Le Pen, tant et tant dénoncé. Faut jamais être caricatural, parce que les banques, on les déteste jusqu'au jour où on a besoin d'elles pour se financer. Pour acheter sa voiture, son appartement ou autre. La finance, on peut lui cracher dessus. En attendant, à partir du mois d'octobre, on se finance en totalité sur les marchés. Donc, il faut dans ces cas-là que ceux qui dénoncent la finance et les banques aient la même rigueur pour ne pas dépendre d'eux.
juste une chose, n'insultons personne. Par contre, ayons une grande rigueur. La grande rigueur, ça veut dire que on ne peut plus avoir un système, en effet, où les accommodements, les arrangements avec la fiscalité ne sont pas les mêmes selon qu'on est petit ou grand. Bon. Oui. Et donc, pour lutter contre ça, moi j'irai au bout du travail commencé sur le secret bancaire au sein de l'Union européenne. Je veux ensuite que on harmonise, qu'on rapproche les taux de fiscalité entre les grands pays au sein de la zone euro. On ne peut pas avoir dans la zone euro une telle diversité justement d'impôts sur les sociétés. Troisième point, je veux qu'on revoie nos conventions fiscales avec les paradis fiscaux. La France en a encore quelques-uns qu'il faut revoir et mettre à plat. Et surtout d'autres pays de l'Union européenne en ont encore que je veux mettre à plat. Parce que, je vais vous prendre un exemple, les géants de l'Internet, comment ils font? Ils viennent en France, ils font beaucoup de profits. Ils disent ça n'est pas un établissement stable. Là-dessus, on a diligenté des enquêtes pour dire si vous faites de l'activité, vous devez payer la TVA, l'impôt. Ils remontaient tout l'argent au pays, en Irlande pour payer un taux d'impôt sur les sociétés très bas. Et ensuite, tout ça passait aux Pays-Bas et une convention bilatérale entre les Pays-Bas et les paradis fiscaux. Ça doit se terminer parce que c'est un point de fuite. Parce qu'en plus, les États-Unis... Seule la France non, peut-elle je vous le mettre dis, un terme à ces pratiques? La France, dans la zone euro, le peut et le doit. Parce que ce que je viens de décrire, qui touche tous les pays de la zone euro, ça mine la confiance dans le système. On le voit bien, les gens disent, ces gens-là, on le voit bien, sont tous des voyous. Et ça mine ensuite la cohérence économique de notre projet. Et ça nourrit les extrémismes. Mais parce que vous ne pouvez pas avoir une petite et moyenne entreprise, ou une entreprise qui grossit, qui est dans le commerce numérique, ou dans un autre secteur, qui est en concurrence avec un de ces géants, qui, elle, va payer l'impôt sur les sociétés en France, la TVA en France, et qui a à se battre contre un géant qui opère dans le monde entier, et qui, lui, ne paiera pas la même fiscalité. Donc ça, c'est un projet qui est cohérent, faisable, et qui est au sommet de la liste des priorités pour moi en Europe. Et lorsque j'arriverai au premier Conseil européen, il y aura ces mesures très concrètes de lutte contre l'évasion et l'optimisation fiscale. Il y aura la mesure pour réviser la directive travailleurs détachés. Parce que... Alors, oui, parlons-en de cette directive travailleurs détachés. Quelles mesures prendrez-vous si vous êtes élu président de la République? D'abord, nous avons besoin du travail détaché en Europe. La France elle-même envoie des travailleurs détachés dans le reste de l'Europe. Donc je suis opposé au projet de Madame Le Pen qui consiste à le supprimer tout bonnement. Parce que ça n'est pas possible dans une Europe ouverte. Au demeurant, elle aurait mieux fait d'aller voter le jour où la France et quelques autres ont porté un durcissement des règles, ce qu'elle n'a pas fait comme d'habitude en tant que députée européenne. Mais sur le travail détaché, on doit aujourd'hui avoir des règles plus strictes qui fait que on ne peut pas avoir dans un même pays des gens qui, faisant le même travail, ne sont pas payés de la même façon. Stricte? Donc c'est celle-ci. Le constat est fait. Non, mais quelles règles? C'est deux choses. Un, renforcer les contrôles. Ministre, je l'ai porté, la carte d'identité dans le BTP, c'est moi qui l'ai fait voter comme ministre. Ça change beaucoup de choses et c'est en train de les changer. La deuxième chose qui n'est pas aujourd'hui appliquée et qui doit faire partie de la modification de la directive, c'est de limiter dans le temps l'utilisation du travail détaché. On ne peut pas embaucher des gens en travail détaché en permanence. Et la deuxième chose, c'est que dans un pays donné, on doit payer les gens pour la même tâche de la même façon. Et donc on ne peut plus avoir un système où pour un même travail où vous, salarié français, vous allez être payé 100, je pourrais embaucher un salarié venant de Pologne que je paye 40. Voilà. Bien. Marine Le Pen permet la libre circulation des travailleurs, mais avec des règles beaucoup plus claires qui vont pousser les uns et les autres à harmoniser, à se rapprocher progressivement des mêmes normes et des mêmes droits. Ça fait partie de ce que je veux mettre sur la table de l'Europe dès le début, dès le premier Conseil. La troisième chose, c'est la protection de notre industrie et de nos travailleurs, avec des vraies règles anti-dumping. Quand j'étais ministre, je me suis battu pour notre industrie, notre sidérurgie, face aux attaques de la Chine. Je veux qu'on augmente bien plus massivement les droits anti-dumping qu'on peut mettre face aux attaques extérieures. Aujourd'hui, on reste autour de 100-120% de taxes qu'on met sur des produits importés quand il y a du dumping. Donc on augmente les taxes sur les produits importés quand il y a... Hors de l'Europe. Quand ces taxes ne respectent pas le droit commercial. C'est-à-dire que les gens les vendent à perte. Parce qu'on, par exemple, à un moment fait, les Chinois ou les Indiens, ils avaient trop d'acier, ils ont dit très bien, on le vend en dessous du cours, à perte pour l'écouler sur l'Europe. Vous augmentez ces taxes anti-dumping. Et dernier point qui est très important, c'est que nous pouvons le faire, et je veux le faire, les marchés publics européens doivent être pour au moins 50% réservés aux entreprises comme aux États-Unis européennes. Nous pouvons le faire comme aux États-Unis. L'Europe, elle ne doit pas différencier entre les pays, c'est notre projet, et il faut être cohérent, mais l'Europe ne doit pas être ouverte à tout vent,
quand d'autres pays décident de défendre leur industrie. Bien, Emmanuel Macron, si Marine Le Pen est élue présidente de la République, est-ce que vous pensez que nos libertés seront en danger? Je le pense très profondément. Quelle liberté? Je pense que votre liberté, vous, journaliste, puisque je vois sa pratique aujourd'hui comme candidate, je vois le projet qui a été ébruité d'un ordre des journalistes, qui est une pratique intéressante que je vous recommande, mais moi, depuis l'Italie des années 30, j'avais pas vraiment croisé ça. Ensuite, je regarde la violence à l'égard des opposants politiques et les pratiques classiques de ce parti, et je regarde ce que sont la liberté des femmes. On a une grande ambiguïté du projet Front National sur l'IVG. On a tout entendu, comme d'habitude. Mais j'ai entendu des dirigeants de premier plan vouloir revenir sur l'IVG. Ce sont des libertés en moins. J'ai entendu des propos indignes à l'égard des couples de même sexe. Que se passera-t-il? J'ai entendu sur chacune de ces libertés des propos de remise en cause profonde. Et le cadre démocratique... Nous sommes dans une période équivalente à celle des années 30. Je pense que, vous le pensez, déjà dit plusieurs fois, je pense que nous sommes dans une période, j'écoutais d'ailleurs tout à l'heure, Monsieur Chouraki, Monsieur Chouraki, sur RMC, qui expliquait la montée de cet indice qui marque la fragilité des sociétés. Moi, je suis inquiet, bien sûr. Quand je regarde les régimes politiques, amis ou proches de Madame Le Pen, ceux de Monsieur Orban, de Monsieur Kaczynski ou de Monsieur Poutine, ça n'est pas ce qui me fascine le plus. Ce sont des régimes politiques qui ne respectent pas les libertés individuelles et les libertés politiques. Donc, oui, la France est à un point de bascule. Et les deux projets que nous portons sont profondément antinomiques entre un projet de fermeture, un projet de patriotique, celui que je détiens, mais elle menace le cadre politique très profondément. C'est pour ça, entre autres, que je me bats contre elle. Elle menace la démocratie. Toujours faire attention aux mots qu'on utilise. Oui, mais je vous pose la question. Je pense qu'aujourd'hui, le projet du Front National et ses pratiques fragilisent le contenu démocratique de notre pays. Oui, et donc moi j'entends aussi. Nous sommes Emmanuel à un Macron. point de bascule. Mais je vous le dis en même temps. Je me bats avec la plus grande force contre Madame Le Pen, ses pratiques, son obscénité, quand je l'écoute encore hier, et le fonctionnement du parti Front National. Mais il est là, au deuxième tour. Exactement. Et il y a une colère. Et vous l'entendez comme moi. Il y a vous entendez une ces colère. Français dire Mais Marine Le Pen au pouvoir. C'est ce que dit toute la classe politique. Marine Le Pen au pouvoir, ce serait une catastrophe. Mais Monsieur Bourdin, vous m'interrogez. Je vous réponds sur les libertés. Mais essayons-là. Voilà ce que disent les Français. Voilà ce qu'ils nous disent. Mais essayons-là et nous verrons. C'est pour ça que mon combat, c'est plutôt de les convaincre de m'essayer moi, si vous me le permettez, parce que je ne suis pas dans la partie depuis 20 ans. Et je pense que j'ai d'autres valeurs, d'autres pratiques et d'autres principes. Mais je l'entends, cette colère. C'est ce que je vous disais. Et je l'ai d'ailleurs dit hier. Moi, je ne jugerai jamais quelqu'un qui vote pour le Front National. Et vous ne m'avez d'ailleurs jamais entendu, même pendant les municipales ou les régionales, avoir un propos moralisateur. Parce que les gens n'en peuvent plus. Et d'ailleurs, parce que les gens qui finissent par se tourner vers le Front National, il suffit qu'un dirigeant politique leur fasse la morale pour qu'ils disent très bien, si c'est comme ça, on va y aller encore avec plus grand plaisir. Donc, moi, je ne juge pas les gens. Mais mon devoir, c'est de porter un projet face au Front National et de dire, il y a un autre projet pour que la France réussisse, pour relever nos défis. Et non pas avoir l'esprit de défaite. Parce que ce qu'il y a derrière le Front National, c'est l'esprit de défaite. C'est de dire la France est foutue dans l'Europe et dans le monde, donc moi ce que je vais vous proposer, c'est d'en sortir. C'est qu'on va fermer nos frontières, on va se protéger. Ça ne tient pas une seule seconde. Moi je suis dans la démonstration du fait que son projet sur l'Europe, sur l'euro, sur l'économie, c'est un projet qui appauvrit. C'est un projet pour toutes les Françaises et tous les Français qui travaillent aujourd'hui. Abîmera leur épargne, fait qu'ils gagneront moins, baissera la réalité de leur pouvoir d'achat et menacera leur emploi. Parce que nous sommes dans le monde. Mais je me dois aussi d'éclairer les consciences sur le risque politique. Je l'éclaire, je ne fais pas la morale, c'est très différent. Mais le projet que je porte, ce que je veux faire demain si je suis élu, c'est le cœur de la réponse que j'oppose au Front National. C'est pourquoi je veux changer l'école, le marché du travail, le pouvoir d'achat. On va revenir sur des questions concrètes. Si on n'est pas vraiment efficace, on ne répondra jamais à cette colère. Disent aussi, mais on est chez nous. La France aux Français, l'islam hors d'Europe. Vous l'entendez ça? Parmi les militants du Front National et parmi les sympathisants, ceux qui votent pour Madame Le Pen, pour Marine Le Pen, qui vous demandent de rejeter le soutien de l'UOIF. Vous le faites? Vous le rejetez? La France aux Français, les musulmans hors de France et d'Europe, ça c'est intolérable.
je peux entendre toutes les colères, mais là, pardon de vous le dire, ça non. Ça non. Ça n'est pas une colère qui se justifie ou s'explique. Parce que nous avons plusieurs millions, plus de 4 millions, de Françaises et Français qui sont de confession musulmane. Mais je ne vais pas choisir entre les religions. Personne n'a à choisir entre les religions. Moi, je veux que les catholiques, les protestants, les juifs, les musulmans puissent, dans notre pays, avoir la possibilité de croire, d'exercer librement leur religion, en respectant les règles de la République. C'est cela le cadre que je défendrai. Donc je ne céderai jamais au diktat du Front National qui consiste à montrer du doigt plusieurs religions, parce qu'il n'y a pas que l'islam. Ensuite, il y a des femmes et des hommes qui, utilisant une religion, sont dans des pratiques communautaires, sont dans des pratiques qui ne respectent plus les lois de la République. Là-dessus, je suis très clair, c'est dans mon programme. Je démantèlerai toutes les associations qui ne respectent pas les lois de la République ou appellent à ne pas les respecter. Ça, c'est le cadre intraitable, intangible de l'action que je mènerai. Et je mènerai une politique de tolérance zéro en termes de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Mais on peut être intraitable sur ces principes et refuser la guerre civile, refuser de diviser les Français entre les religions. Sur l'UOIF, je n'ai jamais rencontré les dirigeants de l'UOIF. Je ne les fréquente pas. Mais je ne vais pas interdire aujourd'hui l'UOIF, enfin ou demain si je suis élu, parce que il faudrait pour cela que j'ai des éléments qui vont dans le sens que j'ai indiqué. Si l'UOIF ou toute autre association appelle à ne pas respecter les lois de la République, je la ferai interdire. Bien. Aussi longtemps que l'UOIF est une association qui défend une religion, même sur des bases que je ne partage pas, si elle respecte les lois de la République, je n'ai pas à l'interdire. C'est cela le cadre de la démocratie. Bien. Emmanuel Macron, il est déjà 8h56. Nous allons aborder, après une petite pause, votre présidence. Si vous êtes élu, comment allez-vous présider? Avec qui? Quelles seront les nouvelles mesures, les premières mesures que vous prendrez? Puis vous répondrez à quelques questions d'auditeurs venus par Internet. Il est 8h56, à tout de suite. Emmanuel Macron est notre invité jusqu'à 9h25, 9h30. Emmanuel Macron, nous allons entrer dans le vif du sujet, quoique nous y étions déjà. C'est mon sentiment. Oui, Marine Le Pen vous a pris à partie hier. J'ai choisi mon Premier ministre, je l'ai annoncé, il s'agit de Nicolas Dupont-Aignan. Je mets au défi Emmanuel Macron d'en faire autant. Alors je vous mets au défi d'en faire autant. Il y a des défis qu'on peut relever, ceux pour le pays, il y a des défis ridicules qu'on n'a pas à relever. Jamais un candidat à la présidence de la République en situation de l'emporter ne relève ce genre de défi ridicule. Vous avez dans le souvenir le général de Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac annonçant leur Premier ministre. Allons. Ça n'est pas un ticket que les Français et les Françaises élisent. Ils n'ont pas besoin d'une béquille. Ils décident. C'est un projet, un homme ou une femme et un peuple. Vous l'avez choisi, franchement. J'ai plusieurs scénarios en tête. Vous ne l'avez pas choisi aujourd'hui. Moi, je vous parle toujours franchement. Je ne vous le dirai pas. Non, mais je vous demande pas le nom. Bien sûr que j'ai réfléchi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez choisi? J'ai presque choisi. J'ai un ou deux profils en tête. Il vous reste un ou deux profils, maintenant? Oui. Une ou deux personnes? Oui. Homme ou femme? Les deux. Les deux. Un homme et une femme? Voilà. Un homme et une femme. Vous hésitez entre un homme et une femme? Mais je pense qu'en tout cas, je ne vais pas céder. Vous hésitez entre un homme et une femme? Enfin, pour ce sujet-là. Oui, pour être... Oui. Voilà. Oui. Pour être Premier ministre, vous hésitez entre un homme et une femme? Mais j'ai plusieurs profils en tête, dont un homme et une profil masculin, un profil féminin. Ouais. Voilà. Bon. Mais je ne vous en dirai pas davantage. Oui. Mais ça n'est pas... Vous savez, ce qui s'est passé pendant les derniers jours, c'est pas le sujet de la France, c'est un accord d'appareil entre Madame Le Pen et Monsieur... Je ne vais pas m'attarder là-dessus, je l'annoncerai en temps voulu. Majeur, mais... Je l'annoncerai en temps voulu. Ça, c'est comme le fût du canon, ça, en temps voulu. Mais si les Françaises et les Français me font confiance... Vous savez, j'ai toujours fait les choses au rythme que j'avais décidé et surtout en bon ordre. Là, il y a un combat. Le deuxième tour de la présidentielle. C'est pas le combat pour savoir qui sera ministre de ceci ou de cela, qui sera Premier ministre. C'est regarder dans les yeux le pays, lui dire voilà ce que je ferai, tout lui dire qui je serai avec vous, comment je vois cela, comment je veux nous conduire. C'est à cette question qu'on doit répondre pour dimanche, à aucune autre. Le jour d'après, on peut se poser ces questions-là. Et donc, dans les jours qui suivront, j'annoncerai le Premier ministre. 577 candidats en marche aux législatives ou pas? Il y aura une majorité présidentielle
qui présentera 577 candidats. Ah, une majorité présidentielle. Ce n'est plus... Oui, une majorité présidentielle avec des candidats En Marche. Non, un nouveau parti, non? Je pense qu'à un nouveau parti, Emmanuel Macron. À un moment donné, oui. Il sera indispensable de faire la mue d'un mouvement politique à un parti dont la fonction est de faire élire des candidats. Donc un nouveau parti avec, pourquoi pas, d'anciens socialistes ou d'anciens républicains. Tout à fait. Et ce sera ça la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron? La majorité présidentielle, oui. Elle sera faite de parlementaires qui seront donc investis dans les prochains jours. Et quand? Quelques jours après la présidentielle? Voilà. Je n'exclus d'ailleurs pas de faire pour certains quelques jours avant. La décision, je la prendrai en temps voulu. Bon. Et donc, il y aura au moins pour moitié des candidats qui ne viennent pas du champ politique, qui n'ont jamais été parlementaires. C'est l'engagement que j'ai pris, c'est l'engagement du renouvellement. Oui, et donc, moi, je tiens cette ligne double. Renouvellement, rassemblement. Et donc, pour moi, il est très important de faire venir aux responsabilités des femmes et des hommes de la société civile, professeurs, chefs d'entreprise. Au moins 50%. Au moins 50%. Et les autres viendront du champ politique. Du champ politique. D'anciens socialistes, mais je leur demanderai en effet de venir... De quitter le Parti socialiste. D'avoir l'investiture. Ou de quitter les Républicains. Dans cette majorité présidentielle. Et pareil pour les Républicains. De quitter les Républicains, Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on soit cohérent et efficace. Oui. Parce qu'on va avoir, si je suis élu, le jour d'après, une montagne à gravir. Des réformes extrêmement importantes à conduire. Pour le marché du travail, pour l'école, pour réformer la formation professionnelle et le chômage, pour les retraites, il faudra des femmes et des hommes qui décident que leur destin est lié, qui veulent réussir ensemble. Et je ne veux pas avoir des combinaisons d'appareils où les gens vont dire, parce que c'est dans le souffle de la présidentielle, moi je vous soutiens et j'en suis, puis qui 6 mois plus tard vont se dire, ça semble difficile, il y a un coup de chaud, les gens sont peut-être dans la rue, il y a des gens qui ne sont pas d'accord et décident que l'alliance d'un jour ne vaut plus le lendemain. Je veux une cohérence forte. Mais d'ailleurs, c'est l'esprit même de nos institutions. Alors j'ai une question simple et concrète. Allez-y. À Évry, Manuel Valls sera candidat. Est-ce qu'il y aura face à lui un candidat majorité présidentielle? Mais la question lui sera d'abord posée de savoir s'il est prêt à s'inscrire dans cette majorité présidentielle et à porter les couleurs de celle-ci. S'il est prêt, il n'aura pas de candidat face à lui. Ah mais bien sûr, il sera dans cette majorité parce que il est cohérent avec cette majorité. Je l'ai dit, il ne sera pas au gouvernement parce qu'il faut renouveler. Et j'ai été très clair. Mais je sais ces idées. On a eu des désaccords. 15 ministres, hein, c'est ça. Voilà. Parité, homme-femme. On a eu des désaccords. Mais s'il est prêt à participer à cette majorité présidentielle, à quitter le Parti socialiste et à être partie prenante, de la même façon que si tel ou tel venant des Républicains est prêt à prendre ce que j'ai dit dès dimanche soir. Parce que les gens préféraient dimanche dernier ne retenir que des anecdotes idiotes et ne m'ont pas écouté. J'ai dit, moi j'ai pris ma part de risque. Je suis ouvert. Je ne vous demanderai pas d'où vous venez, mais si vous êtes prêt avec moi à porter le projet. Et donc, si des gens aujourd'hui, députés républicains, en cohérence avec le projet que je porte, sont prêts à quitter ce parti pour venir, ils auront la possibilité de le faire. Voilà. Donc il faut là-dessus être Est-ce cohérent. que vous prendrez des ministres qui ont déjà exercé leur talent dans d'autres gouvernements? Je ne l'exclus pas. Vous ne l'excluez pas? Je ne l'exclus pas. Je l'ai dit Et là même aussi. Un Premier ministre qui a déjà été ministre. Allez-y, moi je ne suis pas très fort aux devinettes. Donc non, mais je vous posais la question comme ça, au hasard. Non, je vais être clair. Non. Il faut qu'il y ait là aussi une part de renouvellement. Donc je veux que dans le gouvernement, il y ait des gens d'expérience, mais qui viennent de la société civile, qui ont une légitimité par leurs compétences et ce qu'ils ont fait, qui n'est pas forcément de la politique. Et il y aura des responsables politiques. Mais je les choisirai, je l'ai dit, et c'est pour moi la seule règle qui vaut. Je les choisirai pour leur expérience, leurs compétences, ce qu'ils ont fait, pas pour ce qu'ils représentent ou leur poids politique. C'est une vraie différence. Et donc ce ne sera pas une espèce de consortium de dignitaires politiques, ce sera des gens qui ont été ou qui sont
des maires importants, des présidents de conseils généraux ou régionaux qui font des choses, ou qui ont parfois été ministres, mais qui font des choses et sauront diriger une administration et conduire une politique publique. Parce que c'est cela, être ministre. C'est conduire une politique. Des comptes. C'est conduire une politique et diriger une administration. Bien, Emmanuel Macron, demain soir, il y a ce grand débat. TF1, France 2, BFM TV, le duel sera rude. Vous vous attendez à ce qu'il soit rude, j'imagine. Quelle sera votre stratégie? D'aller au fond des choses sur chacun des sujets. Je pense que nous sommes, on l'a dit tout à l'heure, à un moment grave du pays. Ce moment, il impose d'aller au fond des choses. Moi, je ne serai pas dans l'invective, je ne serai pas dans l'insulte, je ne serai pas dans le raccourci. J'écoutais hier Madame Le Pen, elle n'est que là-dessus. Bon. Sur le pouvoir d'achat, les impôts, la dette, l'Europe et l'euro, la sécurité, l'immigration, on doit aller au fond des choses. On doit savoir entendre la colère de nos concitoyens et expliquer précisément ce que l'on fait. Et expliquer précisément en quoi on répond à leur colère et leur impatience. Vous allez vous préparer spécialement à ce face-à-face ou vous allez revoir d'autres face-à-face d'élections précédentes? Je vais surtout regarder au fond, puisqu'on a un menu détaillé de tous les sujets. Vous allez regarder le programme de Marine Le Pen, j'imagine? Projet contre projet. Et je vais détailler mon projet et regarder le sien. Quels sont ses points forts selon vous? Madame Le Pen est quelqu'un qui est déterminé. Elle porte avec beaucoup de conviction un projet que je combats en totalité, mais je lui reconnais cela. Bien, vous avez accepté ce débat, vous avez songé à ne pas l'accepter? Parce que Jacques Chirac n'avait pas accepté d'affronter Jean-Marie Le Pen. Moi je pense que ne pas débattre, même avec son ennemi, est une erreur. D'abord parce que ce sont des fausses pudeurs. Le débat a eu lieu au premier tour. On a débattu à 5 et à 11. Madame Le Pen était là. Que les donneurs de leçons se posent la question avant. Ensuite, Madame Le Pen, elle porte un projet que je considère comme dangereux et que je combats. Mais elle est là. Je dis, on doit regarder le pays en face. Il y a plus de 20% des Françaises et des Français qui ont fait confiance à son projet. Donc moi, je veux convaincre nos concitoyens que ce projet n'est pas bon. Mais je ne vais pas éviter le débat. Je ne vais pas m'échapper. Je ne vais pas lui laisser la possibilité de continuer à asséner ce que je considère comme des contre-vérités dangereuses. Donc je veux aller au corps à corps, au combat sur le fond des idées, pour démontrer que ces idées sont de fausses solutions. Ce qui m'indigne le plus, dans la présence de Madame Le Pen au deuxième tour, c'est qu'elle joue avec la colère des gens. Moi, je respecte la colère de nos concitoyens. Je l'entends, je la sais. Parfois même, j'ai moi-même eu des malentendus avec certains d'entre eux. Je veux dire, j'entends les taxis, par exemple. Il n'y a pas un jour où je croise pas un taxi qui m'en veut terriblement, parce que j'ai un moment été celui qui a ouvert un secteur d'activité. Je l'assume, ça a créé de l'emploi. Pour autant, je respecte les taxis. Pour autant, je veux une régulation à ce secteur. Je ne suis pas pour la sauvagerie. Donc, il y a plein de malentendus. Cette colère, elle se traduit parfois dans un vote Front National. Whirlpool, vous l'avez entendu, cette colère. Je l'ai entendu. Je vais au contact. Vous l'avez affronté. Mais oui. Mais ce qui me... Alors, ça a reboosté votre campagne au passage, hein, mais ça qui avait mal commencé, campagne du second tour, non? On était 48 heures après le premier. Oui. Enfin, les résultats du premier tour. Mais surtout, c'est mon devoir, c'est mon rôle. Et ça continuera à l'être si je suis président de la République. Parce que si on ne va pas au contact de cette colère pour y répondre, on trahit une part du rôle qui est le nôtre. Mais ce qui m'indigne, c'est que cette colère, le Front National s'en nourrit, mais il ne lui apporte aucune réponse. Quelle réponse apporte-t-il aux difficultés des taxis? Quelle réponse apporte-t-il aux difficultés des salariés de Whirlpool? Rien. Madame Le Pen, elle va à Whirlpool, elle fait 3 selfies, elle reste 10 minutes sur le parking, elle s'en va. Elle n'a apporté aucune réponse. Et le soir, elle fait un communiqué en leur disant « Mes bons amis, si ça va mal, je nationaliserai l'entreprise. » Vous savez... Comme disaient 2 grands auteurs comiques, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. J'ai déjà vu cette solution. Ça n'est pas faisable. C'est pas le problème de Whirlpool. Le problème, c'est la reprise du site. Le problème, c'est le plan social et c'est qu'ils aient les supralégales. Vous suivrez d'ailleurs, vous êtes engagé. Bien sûr que je suivrai. J'ai toujours suivi. Vous allez retourner avant le second tour ou pas? Non, c'est infaisable avant dimanche. Je ne vais pas faire des promesses de Gascon. Oui. Par contre, j'y retournerai après et je les verrai, et y compris hors caméra. Bien. Quelle pratique, et je suivrai. Justement, surtout. Quelle pratique du pouvoir? Si vous êtes élu président de la République, quelle pratique du pouvoir aurez-vous? D'abord, une pratique
de remise en ordre, si je puis dire, des différents échelons. Un président de la République, il n'est pas ministre de tout. Je l'ai dit déjà plusieurs fois. Moi, je pense que le président de la République, il doit être le garant du temps long. Il définit un cap, une stratégie. Il l'explique de manière régulière. Il la défend en Europe et à l'international. Et il a ensuite un Premier ministre et un gouvernement qui gouvernent. Et donc qui, au quotidien, est en charge de cela. Ce qui suppose d'avoir un président qui n'est pas tous les jours avec vous ou sur les plateaux de télévision. C'est le rôle du Premier ministre et du gouvernement. Sobre. Un président de la République avec une pratique du pouvoir très sobre. Très... Du temps long, de la décision stratégique. Oui. De la sobriété, de l'ascétisme. Oui. Je pense que la colère est telle, la nervosité du pays est telle que on se doit d'être, à ce titre, extrêmement rigoureux. Et au contact. Et c'est cette forme-là qu'il faut inventer. Comment être au contact quand on est président de la République? Mais ça s'invente. Ça se fait. Oui. On ne mène pas tout ce combat que tous les candidats et candidates à la présidence de la République font avec eux-mêmes dans le pays pour le jour d'après être mis sous cloche. Et donc, on peut le faire. Il faut le faire plus loin des caméras. C'est d'ailleurs une grammaire entre la vie politique et la vie médiatique qu'il faut inventer. On ne peut pas avoir ce contact avec les Français avec une bardée de sécurité et de caméras comme c'est le cas aujourd'hui. Mais je pense que c'est indispensable de continuer à aller au pays. Pourquoi? Parce que nos concitoyens, ils attendent aussi, au-delà des décisions, du cap donné, de l'action qui est le cœur de la réponse, du changement vrai, ils veulent de la considération. Ils veulent qu'on s'occupe d'eux. Ils veulent qu'on les respecte, qu'on aille au contact. Quel sera votre premier déplacement si vous êtes élu? Je ne vous dirai pas tout, parce que je crois à la force du symbole, et je crois également, à la fois par superstition, et parce que c'est le respect que je dois à celles et ceux qui s'exprimeront le 7 mai, de ne pas tout dévoiler. Vous ferez une grande fête le soir si vous êtes élu? Je fêterai avec toutes mes équipes. 100 people? Mais cette fascination ou cette névrose collective est incroyable. Ils se sont invités d'ailleurs à la Rotonde. Oui, mais ou pas. Qu'importe, ce sont ceux qui m'ont soutenu dès le premier jour. Mais ils se sont invités, le cœur, ceux que j'ai invités et avec qui j'ai fêté, ce sont mes équipes. Oui, mais les autres se sont invités ou les invités? Après, j'assume cela, et ce sont des femmes et des hommes qui, pour quelques-uns, m'ont soutenu dès le début de cette campagne. Mais c'est surtout mes équipes qui étaient là. Je veux dire, il faut savoir raison garder. C'est une brasserie parisienne, et j'étais avec mes équipes. Vous fêterez avec vos équipes si vous êtes élu? Bien sûr que je fêterai avec mes équipes. En public, je crois savoir. Non? Non, il y aura un moment avec les Françaises et les Français, si nous gagnons. Oui. Et il y aura un moment de convivialité avec mes équipes. Faut sortir de cette espèce d'hypocrisie. Je n'ai pas fêté dans un restaurant huppé avec quelques patrons du CAC 40 mon premier tour. Je ne fêterai pas plus le second. Bien. Mais que les gens arrêtent avec leur névrose, ce sont les leurs. Ça ne répond en rien à la problématique du pays. Votre première rencontre? Lendemain matin, je serai au travail, dans la plus grande rigueur, dans la plus grande détermination pour mon pays, avec celles et ceux qui m'accompagneront dans cette tâche. Votre première rencontre en tant que président de la République, élu? Première rencontre internationale ou première... J'irai aux côtés de nos troupes. À l'étranger. À l'étranger. Parce qu'ils se battent pour notre sécurité, parce qu'ils se battent pour la lutte contre le terrorisme, et parce que c'est... la France portée au-delà de ses frontières. Et j'aurai évidemment dans les tout premiers contacts un contact avec la chancelière. Pourquoi? Parce que avec l'Allemagne, nous devons construire le projet européen des prochaines années, et nous devons construire aussi une vraie politique de défense, de sécurité vis-à-vis du reste du monde. Parce que nous avons destin lié face au terrorisme, face à la crise économique. Et je pense que nous devons, nous, être forts, c'est le but des réformes que je veux conduire, des changements profonds, mais nous devons savoir travailler de manière extrêmement rigoureuse, volontariste avec les Allemands. Vos premières décisions en tant que président de la République, et gouvernement, les premières décisions. Un projet de loi de moralisation de la vie politique. Oui. Pourquoi? Parce que je veux que ce projet soit déposé au Conseil des ministres avant les législatives. C'est indispensable. Et donc c'est un projet qui précisera l'interdiction des conflits d'intérêts, l'interdiction des emplois familiaux, l'imposition de tous les revenus des parlementaires et toutes les règles de moralisation de la vie politique que j'entends conduire. Pour que
tous les parlementaires, d'abord nous l'appliquerons sur nos candidats aux législatives, avant même que la loi ne l'oblige. Tous les partis l'appliquent. Ils ne pourront pas l'appliquer parce que la loi ne sera pas votée, mais je veux que tout le monde soit au clair et que ma détermination de s'engager. Et que ma détermination sur ce sujet soit tangible. Ensuite, dès le début, je veux mettre quelques projets sur la table dont notre pays a besoin. Le droit à l'erreur. Qu'est-ce que c'est? C'est la réforme profonde de la relation entre nos concitoyens, les personnes, les entreprises et l'administration. C'est-à-dire la nécessité, quand on vous contrôle pour la première fois, de vous accompagner et pas de vous sanctionner. Si vous faites une faute, vous n'appliquez pas bien ce texte, l'administration doit vous corriger, vous aider à appliquer. C'est essentiel pour cette vitalité entrepreneuriale, pour tous les petits, les simples, les petites structures qui ont du mal aujourd'hui à traiter de la complexité et qu'on sanctionne la première fois, alors que les plus grands groupes peuvent se payer, eux, des conseils, etc. Et c'est une vraie révolution dans l'organisation même de l'administration. Il faut le faire dès le début. Pour être très clair avec l'administration française, lui dire ce que j'attends de vous, c'est d'être un État qui accompagne, qui facilite, et pas un État qui sanctionne tout et tout le temps. Donc, et avec ce droit à l'erreur, une vraie loi de simplification qui elle aussi sera portée dès les premières semaines. Simplification des normes. De simplification des normes, où on enlèvera toutes les normes dans les transpositions européennes qu'on a rajoutées au droit européen. Je pense à nos agriculteurs. Ils n'en peuvent plus de ces normes qu'on rajoute, alors que le voisin, celui qui fait la même chose en Italie ou en Espagne... Enfin, il y a des normes environnementales aussi qu'on a rajoutées. Il y a des normes environnementales. Oui. Qui sont européennes. Le problème, c'est qu'on ne les applique pas de la même façon entre les pays. Donc, vous allez interdire à un producteur de fraises ou de cerises d'utiliser tel ou tel produit, et vous allez trouver sur vos marchés les fraises ou les cerises qui viennent d'Espagne ou d'ailleurs, qui sont produites avec justement les produits qu'on avait interdits en France. Il y a de quoi devenir fou. D'ailleurs, ça rend nerveux les producteurs. Bon, donc ça, faut y mettre bonne fin. On doit mener un combat qui harmonise justement toutes ces normes. Et avec un principe simple, quand on rajoute un article à un code, on doit en enlever un. Parce que sinon, c'est Sisyphe, la simplification. On dit on enlève des vieux textes, mais comme on en rajoute toujours de nouveaux, c'est infernal. Ça, je le fais dès le début. L'autre point que dès le début, enfin, je lance, c'est la réforme du droit du travail. La simplification, le fait de renvoyer beaucoup plus de choses à l'accord majoritaire d'entreprise et l'accord majoritaire de branche. Moralisation de la vie politique, droit à l'erreur et transformation de l'administration française, réforme du marché du travail, ce sera dès les premières semaines. Parce qu'on a besoin de, justement, ce volontarisme à l'œuvre. Je termine avec les questions envoyées par nos auditeurs. J'ai un auditeur sur RMC qui est à la retraite, qui touche 1 100 € par mois. Est-ce que sa vie va s'améliorer avec vous? Oui, puisqu'il ne paiera plus la taxe d'habitation. Les toutes petites retraites, que ce soit le minimum vieillesse ou d'autres, elles seront revalorisées. 100 € par mois. Combien? 100 € par mois? Je le dis, oui. Pour passer au-dessus du seuil de pauvreté. Je le dis d'ailleurs aussi, puisque j'entendais tout à l'heure en venant dans la voiture, l'allocation adulte handicapé aussi. Aussi. 100 € par mois. Je sais bien que pour beaucoup, il faudrait aller plus loin, mais sur le handicap, on aura déjà cet engagement. Et ensuite, un engagement très concret pour toutes les personnes vivant en situation de handicap, qui est que je ne veux plus, à l'issue du quinquennat, qu'il y ait des personnes vivant en situation de handicap sans solution. Ça veut dire des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il n'y a pas d'auxiliaire de vie scolaire. Dès la première année, on prendra cet engagement de doter tous les postes d'AVS. C'est être sûr qu'il n'y ait plus de parents d'enfants autistes ou d'adultes autistes qui doivent aller en Belgique ou ailleurs pour aller dans un centre parce qu'en France il n'y a plus de place. C'est être sûr qu'il n'y a pas de personnes vivant en situation de handicap qui ne peuvent pas accéder au monde du travail parce qu'il n'y a plus de place dans les entreprises adaptées ou dans les centres. Tout ça, c'est ce programme très pragmatique que je veux porter pour elle. Si j'en reviens donc à votre auditeur qui touche 1 100 €, je n'ai pas de politique de revalorisation massive des retraites parce qu'on ne sait pas le payer. Sinon, il faudrait augmenter les cotisations ou bouger l'âge limite de la retraite. Par contre, je lui garantis qu'avec moi, il n'aura aucune augmentation d'impôt sur le revenu ou de CSG parce qu'à 1 100 € par mois, il est à la CSG taux réduit, ce taux de CSG ne bougera pas. Ne bougera pas. Ensuite, il aura la suppression de la taxe d'habitation qu'il paye aujourd'hui, ce qui est très important. 80% des Français... Il est dedans. Voilà, il est largement. dedans. Et les 20% d'ailleurs, qui continuera à payer? Mais ce sont les revenus les plus hauts.
les 20% les plus hauts. C'est-à-dire, par exemple, un couple qui a 2 enfants, au-dessus de 5 000 € de revenus de référence par mois, il continuera à payer la taxe d'habitation parce que je ne peux pas aujourd'hui la supprimer pour le 100%. Si les choses vont un peu mieux, on ira jusqu'au bout. Parce que je pense qu'il faut aller au bout de cette réforme. Parce que ça n'est pas un bon impôt, la taxe d'habitation. Il est injuste. Parce que le monsieur qui vous appelle, qui touche 1 100 € par mois, qui a un appartement de 60 mètres carrés, il va payer la même taxe d'habitation que le monsieur qui gagne 3 fois le SMIC, qui a le même appartement. Ça n'est pas juste. Et avec cet appartement-là, il paiera une taxe d'habitation 3 ou 4 fois supérieure s'il habite par exemple à Besançon ou dans un village du pays que s'il n'habitait à Paris. Ça n'est pas juste, donc on le supprime. Emmanuel Macron, je suis artisan accablé par les charges et le RSI. Est-ce que ma vie va s'améliorer avec vous à la tête de l'État ? D'abord parce que je supprime le RSI en tant qu'il ne fonctionne pas bien. Vous le remplacez par quoi ? Donc il y aura un guichet pour les indépendants dans le cadre du régime général. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Le RSI, pourquoi ça vous pose un problème aujourd'hui ? Vous êtes remboursé tardivement, vous avez des procédures administratives qui ne fonctionnent pas, des huissiers qui parfois viennent à plusieurs reprises alors que vous avez déjà payé. Quand vous devez liquider votre retraite, pendant des mois, on vous ne la paye pas tout de suite. C'est un problème administratif, bureaucratique, mais on vous harcèle ou on est défaillant. Je n'accable pas les salariés du RSI. Je veux le dire ici, c'est un régime qui a été créé à la demande des indépendants, mais qui fonctionne mal parce qu'il y a trop peu de gens à gérer. Donc moi, je renvoie à la qualité de prestation du régime général pour qu'on vous réponde dans les meilleurs délais, qu'il n'y ait pas de harcèlement bureaucratique et que quand il y a ou de la maladie ou de la retraite ou toute autre chose, on vous rémunère, on vous paye comme on le doit. Bon. Ensuite, je maintiens les allègements de charges qui valent pour les indépendants. Et vous pouvez opter chaque année. Aujourd'hui, vous payez environ 35 points de charge en moins quand vous êtes un indépendant par rapport au régime général. Vous pouvez le garder si vous le voulez. Je vais même au-delà, je vous enlève 9 points de charge jusqu'à 2 SMIC et demi. Vous êtes un commerçant qui touchait l'équivalent de 2 fois le SMIC. Eh bien, vous aurez 9 points de charge en moins. Les 6 points de charge qui correspondent à votre part patronale et les un peu plus de 3 points de charge qui correspondent à votre part salariale. Et donc c'est un vrai gain de pouvoir d'achat. Simplification et gain de pouvoir d'achat. Je termine avec une dernière question. Emmanuel Macron, si vous êtes élu président de la République, vous savez que la tâche sera très difficile. Je ne l'ignore pas. Très difficile. Vous êtes armé pour ça ? Vous vous sentez solide, suffisamment solide ? Mais vous savez, je ne suis pas un aventurier. Ça fait 1 an que vous êtes lancé dans cette aventure. Oui, vous avez compris. Aventure, belle aventure, mais 1 an. On se pose la question avant. On se la pose chaque jour. Quand est-ce que vous avez décidé de... Mais c'est un processus intime, lent, profond. Ça fait donc plusieurs années que vous y aviez pensé. Mais c'est en vous. Et après, les événements déclenchent des choses. Et votre détermination, vos indignations, vos colères, votre volonté de faire et de ne rien céder, les engagements que vous prenez, c'est tout cela peu à peu qui m'a conduit là. Et donc oui, je me suis à plusieurs reprises posé la question, bien sûr. À plusieurs reprises, j'ai douté. À plusieurs reprises, je me suis dit... Qu'est-ce qui vous a incité tout à coup ? Quel est l'événement, quel est le moment qui vous a incité à tout à coup déposer cette candidature, vous lancer dans cette candidature ? La conviction profonde que j'ai que notre pays peut le faire. Le décalage profond entre les arrangements du monde politique, les petites combines, les incohérences que j'ai moi-même vues, subies, vécues, et l'attente formidable des gens à l'égard des politiques. L'attente formidable des gens à l'égard de l'État, de ce qu'il peut faire et doit faire. La volonté de changer les choses. Et je me suis dit que si je ne prenais pas mes responsabilités pour essayer de porter ces voix, de porter cette envie de changement profond, en ne cédant rien justement aux règles qui étaient en place, je ne jouerais pas ma part de responsabilité. Et donc c'est cela qui m'a déterminé. Et à chaque fois, sur le terrain, dans chaque ville, j'ai vu des regards, des colères, des indignations. Vous parliez de Whirlpool. J'ai eu un moment très fort là-bas. Parce que dans ces colères, j'ai vu l'échec collectif depuis 20 ou 30 ans. J'ai vu ce que les gens attendaient. J'ai vu la souffrance de ne pas être considéré.
Et je me suis dit, si je ne prends pas ma part de responsabilité dans ce moment-là, avec tout ce que ça a de difficile, avec le risque de l'échec, avec le risque de ne pas y arriver, mais avec la conviction qu'on peut le faire parce qu'on peut prendre et on doit prendre des décisions courageuses, qu'on peut enfin être efficace avec des changements profonds, et qu'on peut le faire en respectant les gens, en leur disant la vérité, en parlant à leur intelligence, en même temps qu'à leur émotion, sans jouer cyniquement de leur colère. Je me dis qu'il n'y a pas de plus belle mission aujourd'hui que celle-ci. C'est celle-là que je veux conduire. Donc oui, je sais toutes les difficultés, je sais tous les risques, mais oui, j'y suis prêt. Merci Emmanuel Macron. L'heure du choix ce matin sur RMC et BFM TV. Et jeudi matin, Marine Le Pen sera là à votre place, 8h30, 9h30, pour son heure du choix aussi. Merci. Merci à vous.